Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le député La France Insoumise du Nord, également coordinateur de son parti, membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et de la commission spéciale sur les retraites. Ça va avoir son importance pour la suite. Questions et réactions 01 45 24 7000, réseaux sociaux et applications mobiles de France Inter. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. La bataille parlementaire autour de la réforme des retraites a démarré à l'Assemblée nationale. Une première phase en commission va durer 2 semaines, plus. Puis le débat se poursuivra en séance à partir du 17 février. On va voir le calendrier avec vous. Je disais bataille. Et quelle bataille! 22 000 amendements ont été déposés. 20 000 viennent des députés La France Insoumise. C'est du zadisme législatif, de la guérilla parlementaire, selon le co-rapporteur Olivier Véran. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dit qu'elle n'est pas certaine que ça honore la démocratie. Fin de citation. Alors dites-nous, pour commencer, qu'est-ce que vous essayez de faire? Quelle est votre stratégie avec ces milliers d'amendements? Eh bien, nous disons que nous faisons, en quelque sorte, nous entreprenons la grève du zèle parlementaire. C'est comme ça que nous avons explicité les choses, parce que, voyez-vous, le gouvernement nous donne effectivement des leçons de démocratie. J'ai entendu les prises de parole que vous avez évoquées, mais en réalité, la démocratie, voyez-vous, ce n'est pas vote une fois tous les 5 ans, et ensuite reste chez toi et tais-toi. C'est pas comme ça que ça marche. Il se trouve que la grève, la contestation, la manifestation, elle fait partie intégrante de la démocratie. Et si on veut bien se rappeler un peu de l'histoire sociale de notre pays, par exemple, les Français qui nous écoutent et qui ont la chance de pouvoir bénéficier de congés payés doivent se rappeler que c'est notamment grâce à la grève qu'on les a obtenus. Mais surtout, quand il n'y a plus d'arguments sur le fond, les députés de La République En Marche font souvent appel à leur élection et au programme présidentiel pour justifier cette réforme des retraites qui, il faut le rappeler, est tout de même refusée par une majorité de Français. À l'heure où on se parle, il y a toujours une écrasante majorité de Français qui n'en veulent pas, à raison. Mais moi, je veux rappeler que le programme présidentiel est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de faire. Dans le programme d'Emmanuel Macron... il y a la réforme des retraites et l'ouverture d'un régime universel était dans le programme d'Emmanuel Macron. D'abord, première chose, je vais en parler dans un instant, mais l'universalité, il n'en reste plus grand-chose. Tout le monde a bien compris que l'universalité, c'était la Libye. C'est sûr que si Emmanuel Macron s'était présenté devant les Français en disant en quelque sorte, je ne veux pas que nous consacrions une part plus importante de notre richesse aux retraites, donc vous allez travailler toujours plus longtemps, je pense qu'il y aurait plus de 61% des Français qui y seraient opposés. Mais surtout, s'agissant du programme, ressortez-le. Je ne sais pas si vous avez des poubelles assez grandes pour l'avoir encore au fond de la poubelle ou dans vos archives personnelles, Léa Salamé. Mais en page 13 du programme d'Emmanuel Macron, c'était assez clair. En page 13, c'était écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions ». Alors, les Français ont bien compris que l'âge légal de départ serait maintenu à 62 ans. Oui, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans, mais il ne vaudrait mieux pas. Parce qu'avec la décote que vous allez subir, car il y aura une baisse du niveau des pensions, il faudra travailler toujours plus longtemps. Donc non, ce n'est pas le respect du programme présidentiel non plus. Adrien Quatennens, vous êtes 17 députés La France Insoumise sur les 577 de l'Assemblée nationale. Vous avez donc déposé 20 000 amendements à vous tout seul. Tout le reste, c'est 2 000, vous, c'est 20 000. Vous avez déposé chacun le même amendement des dizaines et des dizaines de fois. Chaque amendement, vous demandez la suppression des alinéas, alinéa par alinéa. C'est quoi l'objectif? C'est de l'obstruction parlementaire de base? Non, je vous l'ai dit, c'est la grève du zèle parlementaire et le but, c'est de faire en sorte que tout ne se passe pas, voyez-vous, comme une promenade de santé. Enfin, on a le sentiment que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est complètement décorrélé, déconnecté de ce qui se passe dans le pays. Enfin, je vous l'ai dit, on a une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites, à raison. On a un mouvement social qui, et ça n'est pas une exagération de ma part, est historique du point de vue de son ampleur. 60 jours de grève, ça en fait le mouvement le plus long de toute l'histoire de la Ve République. Très bien, mais quel est l'intérêt de mettre 20 000 amendements? Mais vous allez travailler comme des fous pour revoir vos amendements rejetés les uns après les autres. C'est quoi l'idée? C'est gagner du temps? Non mais expliquez-moi juste quelle est la subtilité. Si on file votre raisonnement, en quelque sorte, on peut déjà mettre la clé sous la porte de l'Assemblée nationale. Mais par exemple, est-ce qu'on peut débattre sur le fond? Par exemple, Olivier Véran dit que vous avez même déposé des amendements sur des aspects qui sont clairement sociaux, comme le minimum retraite à 1 000 € pour les agriculteurs ou les pensions pour les femmes divorcées. Est-ce que c'était pas plus intéressant de débattre et d'essayer d'arracher des choses sociales qui vont dans le bon sens pour sur le fond que de faire de l'obstruction systématique? Non, parce que sur les retraites, le gouvernement est en train d'emmener les Français dans le désert et comptez pas sur moi pour soutenir le fait qu'ils soient dotés d'une petite gourde pour essayer de résister. C'est ça en quelque sorte qu'ils font. La logique pour nous, c'est toujours le retrait du texte. Et donc par conséquent, nous importons cette logique à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question que cette réforme passe comme une lettre à la poste. D'ailleurs, je dois dire que très franchement, les députés de La République En Marche, en tout cas à l'ouverture de ces travaux, sont assez silencieux, quoi. On a l'impression que tout ça va passer, qu'ils attendent que le
le temps se passe. Je les ai trouvés beaucoup plus bavards, voyez-vous, par exemple, pour refuser l'extension du congé pour le deuil d'un enfant de 5 à 12 jours. Là, ils avaient de quoi dire, hein, du style on ne va pas se payer de bons sentiments sur le dos des entreprises. Là, ils étaient présents. En revanche, sur les retraites... Gabriel Attal a reconnu une erreur sur Alors, mais ça devrait vous intéresser, parce que là, il nous joue le coup de l'erreur momentanée, mais Léa Salamé, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 2 fois que cette disposition a été retoquée, parce que avant l'erreur prétendue en hémicycle, le texte était passé en commission, et en commission, ils avaient aussi refusé l'extension de ce congé pour deuil d'enfant. Donc, en quelque sorte, voyez-vous, dans son rôle de parlementaire, le député de La République En Marche, moi, me fait trop souvent l'effet d'un espèce de droïde qui, à la place du cerveau, un fichier Excel, et à la place du cœur, une calculatrice. Eh bien, ça n'est pas tenable. Cette réforme des retraites, je vous le dis, parce qu'une fois qu'on a retiré tous les éléments de langage, toutes les histoires à dormir debout, sur une universalité qui n'en est pas une, le Conseil d'État l'a d'ailleurs dit, le 1 euro ouvrira les mêmes droits, tout ça, c'est du verbiage absolu. Quand on a retiré cela, qu'est-ce qui demeure ? Quelle est la substance de ce projet de réforme des retraites ? Il n'y en a qu'une seule, c'est travailler toujours plus longtemps. Et moi, je vous le dis, travailler plus longtemps, ça n'est pas le sens de l'histoire, et ça n'est pas la seule solution pour financer les retraites. Le président du groupe Modem, Patrick Mignola, suggère de brandir un 49.3 de dissuasion qui permettrait d'abréger les débats et d'adopter le texte sans vote. Est-ce que votre stratégie ne risque pas de se retourner contre vous ? Non, je ne le crois pas, mais voyez de quoi ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il y a les LBD dans la rue et il y a les LBD parlementaires à l'Assemblée. Le 49.3, c'est un LBD bien parlementaire. Évidemment, mais attendez, pensez que... excessif, là. Non, je ne crois pas. Ce qui est excessif, Léa Salamé, c'est sur une réforme qui est en contradiction avec le programme présidentiel, proposer à l'Assemblée nationale de voter un texte qui est doté de 29 trous. 29 trous qui vont être complétés par 29 ordonnances, c'est-à-dire précisément des endroits du texte essentiels comme le financement des retraites dont on ne pourra pas discuter à l'Assemblée nationale. Et je dois dire aussi qu'après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots avec l'universalité et tout le reste, c'est le tour des parlementaires d'être pris pour des imbéciles. Vous savez que l'étude d'impact qui a été remise aux parlementaires, c'est une obligation du gouvernement, remettre l'étude d'impact avec le projet de loi. Cette étude d'impact a été truquée, faussée. C'est trop technique pour les détails, mais je m'explique simplement. Dans le projet de loi, il est clairement explicité que le fameux âge d'équilibre, ou âge pivot, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose, va se décaler génération après génération, poussant les Français à travailler toujours plus longtemps. Comme par magie, dans l'étude d'impact, cet âge d'équilibre a été gelé à 65 ans. Ce qui fait que tous les cas qui vous ont été présentés pour vous repérer ont été faussés et donnent l'impression que le système par points fait des gagnants. Vous savez, tout le monde comprend que si on calcule toute votre retraite sur la base de l'ensemble de votre carrière, alors qu'aujourd'hui c'est les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou les 25 meilleures années, vous allez être perdant. Un enfant de primaire le comprendrait. Vous lui dites, je ne sais pas si vous avez un neveu ou une nièce, vous lui dites, écoute, tu as fait un bon dernier trimestre, est-ce que tu préfères qu'on calcule ta moyenne en tenant compte particulièrement de ton année trimestre ou toute ta scolarité ? Lui, je vous assure qu'il va savoir vous répondre. Adrien Quatennens, une dernière question sur les retraites avant d'y revenir avec les auditeurs. Ça fait deux mois que les Français descendent dans la rue contre cette réforme, mais dans les sondages, aucun groupe de l'opposition ne parvient à capitaliser sur ce rejet. Les Français en veulent à Emmanuel Macron et au gouvernement, mais ils ne viennent pas chez vous, ils ne vous soutiennent pas plus. Pourquoi ? Et comment expliquer ce qui est peut-être pour vous un mystère ? Bon, c'est le défi permanent, ça. Mais en réalité, l'enjeu du moment n'est pas celui-ci. L'enjeu du moment, c'est pas de récupérer tel ou tel mouvement social. Il y a un mouvement social d'ampleur qui est aussi esthétique, nouveau dans ses formes. Vous voyez, ces flash mobs qu'on a vus notamment à la gare de l'Est. D'ailleurs, Benjamin Griveaux a ensuite voulu la raser, comme c'est étonnant. Mais en quelque sorte, voyez-vous, ce mouvement est esthétique et montre de nouvelles formes dans la lutte. Et on voit des professions qui, très franchement, n'avaient pas l'habitude de se mobiliser. Regardez les avocats encore hier, c'est des démonstrations de force qui sont très impressionnantes. Et puis, nous faisons un travail sérieux qui gagnerait à être connu. L'autre jour, sur une antenne concurrente, le Premier ministre disait « Je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre financier de notre système de retraite ». Bah, voyez, moi j'ai ce document que j'ai remis en main propre à Édouard Philippe. C'est un contre-projet de la France Insoumise sur les retraites. C'est chiffré, c'est financé. Alors oui, il y a d'autres modalités que faire bosser les gens plus longtemps, surtout que faire travailler les Français plus longtemps, ça va simplement aggraver le chômage, ça n'est pas désirable du tout. Un mot sur le Brexit, Adrien Quatennens. Le Brexit a donc eu lieu vendredi dernier. Le Royaume-Uni a bel et bien quitté l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon s'en est réjoui sur Twitter. Je cite le tweet. « Le Royaume-Uni, libéré de la tutelle de Bruxelles, renationalise le chemin de fer que les libéraux avaient mis en chaos. L'indépendance paye. » L'indépendance paye. Ça y est, le Royaume-Uni était sous tutelle et maintenant est indépendant et c'est une bonne chose ? Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que vous êtes étonné qu'un républicain se satisfasse du fait que
la souveraineté populaire soit respectée, Léa Salamé. C'est juste ça ce que nous disons. Parce qu'en c'est réalité, pas tout à fait ça, ce que vous dites. en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Brexit, on peut le déplorer ensemble depuis une chaise et pleurer à chaudes larmes de crocodile, mais en quelque sorte, le Brexit est un des symptômes d'une dislocation en cours de l'Union européenne. Il faut s'interroger réellement sur les causes de cette dislocation. Oui, aujourd'hui, partout où les peuples sont démocratiquement interrogés, ils rejettent l'Union européenne. Pourquoi ? Cette Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle a transformé le rêve de l'idéal européen auquel moi et mes amis nous pourrions souscrire à la France insoumise. Au départ, c'était un idéal de coopération entre les peuples. Qu'en a-t-il résisté aujourd'hui quand on voit ce qu'est l'Union européenne ? Des traités qui imposent une austérité budgétaire, qui nous mettent en retard sur tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés, notamment le changement climatique. Donc oui, quand la souveraineté populaire s'exprime, elle doit pouvoir être respectée. Mais Adrien Quatennens, si le Brexit est une libération, si Bruxelles est une tutelle, si sortir de l'UE est le retour à l'indépendance, vous défendez le Frexit. Mais je vais vous dire pourquoi non. Moi, je ne défends pas le Frexit parce que je considère que le Frexit, c'est finalement faire le pari de la faiblesse de la France. Moi, je crois que la France est une grande puissance et qu'à l'échelle de l'Union européenne, sa parole pourrait être entendue. Le problème, c'est que depuis des années, la France se conduit en quelque sorte en larbin de l'Union européenne et de cette union des traités. Si la France avait une parole forte qui consistait à dire à l'ensemble de ses partenaires, nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous allons dans le mur, tout le monde le voit, et le Brexit en est un des symptômes, alors nous aurions la place pour faire autre chose. Ensuite, oui, si autre chose n'était pas possible, la question se poserait. Mais l'acte 1 ne peut pas être d'en appeler à la sortie. Il faut d'abord assumer une forme de rapport de force. C'est de féliciter la C'est de Royaume-Uni pour son féliciter Léa Salamé. indépendance. Si je vous suis, on félicite le Royaume-Uni pour son indépendance. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la phrase et dire félicitons-nous bientôt de l'indépendance de la France? Je sais que j'ai pas été clair dans mon explication. Je vais m'y réemployer. Je vous redis les choses. Aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, l'Union européenne fonctionne, et je le regrette, comme une camisole de force qui nous met à la bourre sur tous les défis que nous avons à relever, au premier duquel le changement climatique. Car je mets au défi quiconque de me faire la démonstration qu'avec des traités qui imposent 3% de déficit, on peut investir comme il le faudrait pour faire la transition énergétique, la transition agricole et tout le reste, dans lesquels il faut investir massivement. Une fois que j'ai dit ça, elle fonctionne comme une camisole de force. Si vous n'arrivez pas à la changer. Mais il faut d'abord, en tout cas, se doter, mais il faut que la France pèse de tout son poids et porte une autre parole que le suivisme auquel nous a habitués Emmanuel Macron. Et ensuite, effectivement, si ça n'est pas possible, on revient devant les Français et on dit regardez, nous avons essayé la négociation, nous avons essayé de faire entendre raison, ça ne marche pas. Et donc dans ces cas-là, peut-être effectivement, il faudra envisager de faire autre chose avec des partenaires qui pourraient le faire. Pourquoi pas évidemment. Un référendum. Mais vous savez, c'est pas l'heure de la campagne présidentielle, quoique si on en croit le paysage, mais vous savez, pour nous c'était clair, c'était de dire il y a une négociation qui s'instaure et les fruits de cette négociation sont soumis à référendum des Français. En tout cas, on ne peut pas rester avec le statu quo. L'Union européenne est en train de se disloquer de la faute même de celles et ceux qui le déplorent. Ils en sont les responsables. Quand des traités européens sont refusés démocratiquement, comme le traité en 2005 qui a été refusé par une majorité de Français, les Français disent non, on applique le oui. Comment voulez-vous ensuite que quand les peuples sont démocratiquement interrogés, ils soient enthousiastes? Cette Union européenne nous emmène dans le mur et elle est très loin de l'idéal européen de coopération entre les peuples. Voilà le sens de ce que nous disons sur le sujet. Allez, on file au standard de France Inter. Je donne la parole avec plaisir à Karim qui nous appelle de Marseille, je crois. C'est ça, bonjour. Bonjour, on vous écoute, Karim. Bonjour tout le monde, merci de prendre mon appel. J'appelle juste pour un petit constat en fait. Malheureusement, en écoutant M. Quatennens, j'ai l'impression que c'est tout le pays qui est contre cette réforme. Alors que malheureusement, à compter au maximum, en comptant large, ils sont 200 000 à bloquer le pays le week-end. Moi, je suis travailleur indépendant. Ça me bloque tous les week-ends, ça me fait perdre beaucoup de chiffres d'affaires. Et j'aimerais bien savoir à quel moment on va essayer d'avancer dans le pays correctement pour faire en sorte que ça aille dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, cette réforme va dans mon sens. Je sais très bien qu'à la retraite, je gagnerai plus avec la réforme. Mais malheureusement, je conçois qu'il y en a certains qui sont perdants. Mais il faut au bout d'un moment trouver des solutions. C'est pas en donnant 19 000 amendements qu'on va avancer. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'on avance correctement, main dans la main. Je trouve qu'à 200 000 personnes par rapport aux 67 millions de Français qu'on est, c'est pas tant que ça en fait. Merci Karim pour cette intervention. Adrien Quatennens vous répond. Oui, bonjour Karim. Bon, d'abord, vous dire une chose, vous dites 200 000 Français. Bon, moi, je ne vais pas me lancer dans un concours de chiffres avec vous sur la participation aux manifestations et aux grèves, mais admettez tout de même que les enquêtes d'opinion nous indiquent qu'une stricte majorité, malgré 60 jours de grève, de Français sont opposés à cette réforme. Première chose, et la deuxième, je l'ai explicité juste avant, c'est que cette réforme est en contradiction mot pour mot avec le projet présidentiel qui disait qu'on ne toucherait pas à l'âge de départ et au niveau des pensions, ce qu'ils vont faire. Il dit lui comme indépendant, Alors, ça me va. J'y viens. Moi, je pense que vous n'y avez pas intérêt. D'abord parce que, bon, si vous êtes fié à l'étude d'impact truquée du gouvernement pour
pour trouver que vous étiez gagnant, eh bien sans doute vous devriez refaire les calculs, on pourrait vous y aider. Mais en tout cas, vous dire une chose, pour l'essentiel, une écrasante majorité de Français vont être les grands perdants de cette réforme. Puisque le but d'Emmanuel Macron, c'est de contracter la part des richesses consacrées aux retraites, alors qu'on sait que la part des seniors dans le pays va être plus nombreuse. Donc c'est l'annonce programmée de la baisse généralisée du niveau des pensions. Le pari d'Emmanuel Macron, Karim, c'est celui de la jalousie des Français entre eux, et le pari que cette jalousie, elle serait supérieure à l'aspiration générale à de bons niveaux de retraite. Mais ensuite, je vais vous dire une chose, non, mais votre situation, aussi, sur le plan de la méthode, votre situation, faire autrement, votre se mettre situation tous autour d'une table. Mais voilà bien sûr, aussi, mais, voyez-vous, le fond de la les question. 19 000 amendements, par ailleurs, permettent tout à fait, et sont pour beaucoup d'entre eux, des amendements de fond qui permettent de discuter, de débattre du fond. Et moi, d'ailleurs, je renouvelle mon appel aux députés de La République En Marche à votre micro ce matin. Je souhaiterais que la commission ressemble à un débat, et pas simplement à chacun campe sur son camp. On doit avoir des débats intéressants. Je termine, Karim, en vous disant que il est encore là, il vous écoute. Sur votre situation particulière de travailleur indépendant, moi, je ne veux pas m'égoter. Je sais que la grève, c'est difficile pour plein de gens. On a beaucoup parlé des commerçants, etc. Mais je vous dis, vous, Karim, comme travailleur indépendant, ou tous les commerçants qui ont subi les effets de la grève, vous avez vous aussi intérêt, comme futur retraité, à ce que cette réforme ne passe pas, mais même comme travailleur, à ce que les Français qui sont vos clients et les retraités ne soient pas précarisés. Si le niveau des retraites dans ce pays chute, vous allez dans votre activité y être pénalisé. Encore un mot, Karim, vous êtes toujours là, on me dit. Je suis toujours là. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis entièrement d'accord sur le fond que tout le monde peut y gagner, mais c'est pas en bloquant tout le pays et l'économie complète qu'on va y arriver. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui essaie de faire quelque chose, il y a tout le monde qui est dans la rue et automatiquement, ça fait 40 ans qu'on repousse des réformes. Au bout d'un moment, on sera obligé de faire des réformes parce qu'en fait, on est 67 millions et bientôt, il y aura plus de retraités que d'actifs. Sur le constat en lui-même, tout le monde est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est pas en empêchant les gens de travailler qu'on va y arriver. Merci Karim. Encore un mot, Adrien Quatennens, puis on avance dans... La grève est un des éléments du rapport de force, mais voyez-vous, par exemple, quand vous dites on a un souci sur l'équilibre entre actifs et retraités, bon, je vois que quelque part, vous avez été vous aussi atteint par les éléments de langage du gouvernement. Mais Karim, il y a une chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'un actif français aujourd'hui produit 3 fois plus qu'un actif français en 1970. Donc il y a eu des gains de productivité incroyables. Donc il n'y a rien d'inéluctable au fait qu'il faille travailler plus longtemps pour financer les retraites. Il s'agit au contraire de mieux partager les fruits de la richesse produite. Depuis Grenoble, c'est Gilbert qui nous appelle. Bienvenue à l'antenne d'Inter. Oui, bonjour. Bonjour. Si la France insoumise gagne un jour la présidentielle et les législatives, ce ne sera pas avec 100% des suffrages, mais plus probablement 52-55% des votes. Donc plus de 45% des électeurs n'auront pas voté pour la France insoumise. Les 22 000 amendements déposés sont évidemment de l'obstruction envers un gouvernement issu des urnes. La France insoumise accepte-t-elle le principe de réciprocité ? Acceptez-vous l'idée que ceux qui n'auront pas voté pour vous, votre opposition, vous empêchent de mettre en œuvre votre programme ? Merci Gilbert pour cette question. Adrien Quatennens. Bonjour Gilbert. Vous avez peut-être manqué le début de l'interview parce que vous aussi vous faites appel au programme présidentiel pour justifier de cette réforme. Donc je vais être clair. Gilbert, dans le programme d'Emmanuel Macron, il est écrit précisément on ne touchera pas au niveau des pensions ni à l'âge de départ. Supportez que cette réforme va faire les deux. Elle va toucher de manière effective à l'âge de départ en poussant les Français à travailler toujours plus longtemps et elle va baisser le niveau des pensions. Tout le monde le comprend. Si on compare les deux systèmes, l'actuel et celui que veut mettre en place Emmanuel Macron, moi je ne suis pas pour le statu quo. Je considère que dans le système actuel, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres. Mais vous voulez revenir à la retraite à 60 ans. J'y viens, mais si vous comparez les deux systèmes, dans le système de M. Macron, il faut travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension. C'est donc en contradiction avec les engagements présidentiels. Ensuite, vous avez raison de dire que la démocratie doit se poursuivre. Emmanuel Macron a été élu. Je ne vais pas me lancer dans une grande litanie sur les conditions particulières de son élection, mais supporter que son élection ne mette pas fin au débat démocratique. La démocratie, c'est pas qui a raison, qui a tort. On confronte des opinions et des points de vue. Je voudrais vous poser, elle vient par l'application de France Inter, la question de Guilhem, parce qu'il y en a énormément sur ce même thème. Voilà ce qu'il vous demande. Est-ce que la France insoumise réalise que leur action choc, entre guillemets, à l'Assemblée va totalement écœurer le peu de gens qui votent encore, va totalement écœurer le peu de gens qui votent encore. Mais moi, sauf à faire une erreur diagnostique immense, mais je crois qu'on devrait s'honorer d'avoir des parlementaires qui font leur travail et qui le font sérieusement. Voilà. Encore une fois, je vous le dis, et je tiens à la disposition de qui le veut, un contre-projet qui est chiffré. Je veux dire, on peut être en désaccord avec nous, mais on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas faire un travail sérieux. Voyez-vous, par exemple, nous proposons le retour à la retraite à 60 ans parce que l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans, qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC pour une carrière complète et que personne dans ce pays ne vive sous le seuil de pauvreté, en dessous duquel on survit plus qu'on ne vit. Et tout ça est finançable sans faire la révolution. Il faut 2 points de PIB de plus d'ici à 2040. Par la hausse des salaires et des cotisations, on peut financer cela et il ne faut pas travailler
travailler plus longtemps. Ça n'est pas souhaitable. Adrien Quatennens, un autre sujet. Êtes-vous mis là ? Moi, je ne vais pas vous répondre avec le hashtag. Je vais vous faire une réponse un peu plus élaborée si vous le supportez. Que s'est-il passé dans cette affaire ? Cette jeune fille a, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux, de façon grossière, vulgaire, ça a été vu par tout le monde, critiqué une religion. Et depuis, elle est menacée de mort, menacée de viol. Et moi, j'adjure que l'État la protège et que sa sécurité soit garantie. Et j'alerte sur le fait que des personnalités qui prennent la parole sur ce sujet, voire même des responsables politiques, me font le sentiment d'avoir complètement perdu leur boussole. Qui, par exemple ? Écoutez, j'ai entendu Madame Royal, par exemple, hier. Moi, je vais vous rappeler une chose quand même, quelques principes élémentaires. Il y a une liberté qui est absolue en France, qui est la liberté de conscience. Puis il y a une liberté qui, elle, est bornée, c'est la liberté d'expression. Et ces bornes, ce sont la loi. Et rien que la loi, pas les injonctions à la censure sur les réseaux sociaux et tout le reste. La loi, elle interdit par exemple l'apologie du crime. La loi interdit l'appel à la haine. Par contre, la loi autorise la critique, la satire, etc. Donc, si vous voulez, il faut bien distinguer les deux. Et je regrette en la matière, on a le droit d'être choqué par les propos de cette jeune fille. Moi, je comprends tout à fait que des gens soient choqués. Mais on a le droit de critiquer une religion de la même manière qu'on a le droit de critiquer sa critique d'une religion. Et il n'est pas supportable que cette jeune fille soit empêchée de retourner à l'école pour cela. Et je termine en disant que on a eu beaucoup de coups de canif mis dans la laïcité. Il y a des boussoles qui ont été perdues. Quand le président de la République, en visite officielle, se retrouve avec un accoutrement religieux, quand M. Blanquer, comme ministre, se sent autorisé à donner son point de vue sur le port du voile dans l'espace public, on est en quelque sorte complètement à rebours de ce qu'est vraiment la laïcité en France. Vit-on en France dans un régime autoritaire ? Mais je pense que ça a le mérite d'être clair et vous avez bien pesé vos mots, c'est exactement ça. Je ne dirais pas autre chose que ce que vous venez de dire, à savoir qu'encore une fois, quand vous avez toutes les formes traditionnelles de contestation démocratique, la manifestation, la grève, ou même parfois l'opposition parlementaire qui sont insupportées, quand vous avez une répression qui s'abat sur un mouvement social historique comme elle s'est abattue sur les Gilets jaunes, oui, nous avons affaire à un glissement autoritaire. Tout à fait. Un régime autoritaire. Quand on regarde la définition admise en sciences politiques d'un régime autoritaire, c'est un régime caractérisé par le refus de tolérer l'expression publique de désaccords politiques importants. Dans un régime autoritaire, soit l'opposition est interdite, soit les opposants sont menacés ou éliminés, soit ils sont surveillés, limités dans leurs faits et gestes et réprimés. Considérant cette définition, sommes-nous dans un régime autoritaire ? Mais moi, je vous dis que oui, et si vous n'en êtes pas d'accord, allez l'expliquer à ces centaines de blessés dans les manifestations des Gilets jaunes et des mouvements sociaux, allez l'expliquer à tous ces syndicalistes qui n'avaient rien à y faire, qui se sont retrouvés humiliés dans les geôles en garde à vue, allez l'expliquer à tous ceux qui n'avaient rien à faire devant la justice, qui ont en quelque sorte Mais l'opposition est interdite en France ? En tout cas, elle est menacée. Vous l'avez cité, elle est menacée, l'opposition, oui. Et on a un pouvoir qui méprise les oppositions. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous vous sentez, vous, menacé aujourd'hui en France ? Député, vous vous sentez menacé ? Je ne me sens absolument pas considéré. J'ai un pouvoir qui me dit... C'est pas la même chose. Attendez, c'est pas la même chose. Pas considéré, c'est une chose. Mais en quelque sorte, mais oui, ma fonction, en quelque sorte, est réduite à néant et est menacée dans sa capacité d'opposition. Quand j'ai un Premier ministre qui me dit à la radio, je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre financier du système de retraite, mais qui n'entend qu'une seule, faire bosser les Français plus longtemps, alors que ça contrevient à leurs propres engagements. Ça, c'est un régime autoritaire. Mais vous savez, attendez, Emmanuel Macron a défini en ses propres termes la dictature. Il dit c'est quand un clan ou une personne décide de tout toute seule. Très franchement, il est en train de glisser vers ça. Ça, c'est sa définition à lui, mais nous, on allait chercher dans les précis de sciences politiques. Bien et par exemple, les régimes classés autoritaires, c'est le Portugal de Salazar, c'est l'Espagne de Franco, c'est la Libye de Kadhafi, c'est le Zimbabwe. On n'a pas encore eu le Venezuela, tiens, ce matin. Non, je ne voulais pas citer. Non, mais c'est eux qui sont classés. Est-ce que vous avez l'impression que notre situation... Je vais vous dire une chose. Non, parce que les mots ont un sens, oui, c'est juste mais alors, ça. Je pense que ça pourrait nous mettre d'accord. Il ne s'agit pas de folkloriser notre position, Léa Salamé. Je crois, effectivement, que partout dans le monde, d'ailleurs, le néolibéralisme, le libéralisme, qui devrait normalement défendre les libertés, est devenu sa principale menace, en quelque sorte, et que le pendant du libéralisme économique, qui arrive à bout de souffle, eh bien, c'est effectivement un glissement autoritaire par la force de la plupart des gouvernements qui s'y emploient. Adrien Quatennens, merci d'avoir été à notre micro ce matin, député à la France Insoumise du Nord, coordinateur de votre parti, membre de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et bon boulot, il y a du travail. Il y en a encore 19 000.